nous allons essayer de voir comment vivre et consommer autrement. Coluche disait, ce qui n'est pas acheté n'est pas vendu. Hein, que je vous ai dit tout à l'heure, donc ma foi, si on achète que de la bonne qualité, c'est acheté, et si on arrête d'acheter ces produits industriels, eh bien finalement, peut-être qu'ils vont finir par ne plus pouvoir en produire. Donc comment passer du consommateur au consomme-acteur? Voilà. Eh bien, c'est tout à fait possible parce que souvent on nous oppose au fait que, bah oui, manger bio ça coûte cher. Non, parce que c'est une autre manière de manger. Et comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, sur une macroéconomie familiale ou globale, on s'y retrouve largement. Donc, virons ces industriels qui nous empoisonnent pour l'argent. Mais écologiquement, voilà, on va préserver nos écosystèmes et notre biodiversité. Nos trois amis l'ont bien démontré, je ne vais pas m'étendre. Et donc la qualité va nous permettre de supplanter la baisse éventuellement de quantité dans les rendements. On a aussi un aspect pédagogique et éducatif pour nos enfants. Alors, juste une chose, une petite anecdote, je demande à Yves qui vend du vin aussi, tiens, la prochaine fois tu me ramèneras du fromage de chèvre. Et il me dit, non, c'est plus possible. Et j'avais oublié que, oui, en hiver, les chèvres ne produisent plus de lait. Donc là, on est dans l'apprentissage des biorhythmes de la nature. Quand il n'y en a plus, on mange autre chose. Donc quand vous trouvez des petits fromages de chèvre tout frais, les exploitations, il y a fort à parier qu'elles augmentent la lactation des chèvres par voie hormonale. Donc voilà, c'est intéressant, quand c'est plus la période des pommes, c'est plus la période des tomates, voilà, c'est pareil, il faut les acheter en Espagne. Voilà. Et alors, une notion que j'aime beaucoup, c'est que finalement, ces aliments nous apportent tellement de bonnes choses pour la santé qu'ils valent pour des médicaments. Donc moi, je les appelle des alicaments. Et c'est donc aussi une nouvelle façon, c'est de passer du supermarché à la ferme ou sur les marchés. Et c'est aussi une autre façon de cuisiner, parce qu'au lieu d'acheter des trucs tout faits, on va soi-même préparer ses légumes. Donc la polyculture, tout à l'heure, Alexandre m'en parlait, quand on a toute une zone qui est morte à cause d'un aléa climatique ou d'un ravageur, eh bien, elle va permettre de se rattraper sur d'autres cultures qui ont survécu. Et puis pour nous, consommateurs, on sait qu'on va retrouver plusieurs produits différents sur les points de vente. Donc ça aussi, c'est bien. Et c'est forcément respectueux de l'environnement. Une notion aussi que m'a donné un autre agriculteur, c'est la notion d'engrais vert, c'est-à-dire que entre deux cultures majeures qu'il va vendre, il va cultiver une autre plante, mais au lieu de la ramasser, il va l'enterrer en labourant dessus, ce qui va apporter les engrais nécessaires naturels pour la culture à suivre. Voilà, vente à la ferme ou au marché, vous verrez, c'est très très sympa chez Marc et Fabienne. Et puis là au moins on ne passe pas par les intermédiaires coopératives ou supermarchés. Et puis on sait ce qu'il nous donne, on sait ce qu'il nous vend, là on peut lui faire confiance parce qu'on peut même aller cultiver avec lui. Avec Michel on peut aller faire la récolte du vin, c'est vraiment intéressant et instructif. Voilà. Et ça maintient les richesses de notre porte-monnaie, restent locales. Ça aussi c'est une notion qui est importante, elle ne se dilue pas. Et puis bien sûr, il y a la chaleur humaine qui est bonne pour notre ADN, si vous vous souvenez. Aimons nos agriculteurs. Voilà. Vive le bon vieux tas de fumier, ça au moins c'est de l'engrais naturel. Là. Regardez comme elles sont heureuses, ces poules là. Et puis le coq, là, avec toutes ces poules autour, là, il est content. Et là, elles nous font des bons œufs. C'est autre chose que les œufs de chêne. Voilà. J'avais vu aussi avec Lilo dans la chaîne d'actualité le Roundup à 4 pattes. Alors en Alsace, ils ont fait ça, ils ont mis pour désherber, ils ont lâché les moutons entre les vignes. Et évidemment, quand il est vert, le raisin n'intéresse pas les moutons.
Donc les moutons désherbent et en même temps, avec le fumier, enrichissent la vigne. Et puis ensuite, je ne sais pas ce qu'ils font des moutons, certainement ils les mangent. En tout cas, ils ont fait un bon travail naturel. Mais il y a des solutions naturelles. Alors, est-ce que vous avez essayé la permaculture? On a donc Jean-Marc qui nous... regardez ces beaux potagers qui peut nous aider, parce que ça peut être intéressant d'aller acheter, mais aussi se faire son petit potager. Ça ne nous permettra pas de manger toute l'année, mais quand même, on se régale aussi. Alors, il est allé voir un monsieur, il lui a montré comment faire, il a fait le chantier. Vous voyez, après il a aménagé du bois, ça va permettre de... Il faudra demander à Jean-Marc plus de détails, je ne veux pas m'attarder parce que l'heure tourne, mais vous voyez que après ça fait quelque chose de très joli avec des copeaux de bois pour pas que ça pousse, pour éviter de mettre des désherbants. Et puis des belles associations de légumes. Ramasser soi-même ses tomates cerises pour l'apéro, c'est autrement bien. Le lombricois? Le lombricomposteur. Voilà. Donc, c'est un animal qui est extrêmement utile, et pas que dans les champs. Avec le lombricomposteur, on va obtenir un jus de lombric, entre guillemets, qui va digérer toutes les épluchures, tout ce qu'on met qu'on va récupérer. Ça peut être intéressant pour, entre guillemets, les citadins qui n'ont pas de compost possible et qui veulent acheter leurs légumes. Ils vont avoir plus de déchets végétaux, et le lombricomposteur, ça va nous permettre de digérer ces déchets et d'en utiliser le jus. Donc je vous remettrai sur le site cse2019.info cette adresse et vous pourrez aller avoir plus de renseignements. Donc regardez, c'est pas pour boire, c'est le résultat du liquide qui coule du lombricomposteur et qui va nous permettre de traiter nos plantes et d'édire des laines. Elle n'a jamais eu d'aussi beau rosier que depuis qu'elle l'utilise, et ils n'ont plus la maladie. Voilà. Et puis aussi, il y a la bonne vieille recette du purin d'ortie, que je n'ai pas encore essayé, mais c'est dans mes projets. Et selon la dilution, ça peut faire insecticide ou engrais. Donc, vous voyez que là aussi, il n'y a plus besoin d'intrants chimiques. Voilà. À la maison, ça nous amène à une nouvelle gestion des stocks. On va beaucoup moins gaspiller, parce que quand on achète nos légumes chez nos légumes frais, on n'a pas envie de les voir se pourrir. Donc on va peut-être faire moins de stock, c'est pour ça qu'on gaspille moins. Et puis on dépense moins. Alors ça fait plus de déchets végétaux, mais moins d'emballage, quand on voit comment c'est emballé avec des plastiques et des nanoparticules dans les plastiques, forcément ça ne donne pas envie. Voilà. Alors attention aux agents doubles, le bio qui vient de l'étranger. Parce que là, quand même, on peut se poser la question, je ne l'affirme pas, mais quand même, est-ce que le cahier des charges en agriculture bio et le même en Espagne, au Brésil ou en Chine, on peut se poser la question. Est-ce qu'il y a les mêmes contrôles qui sont faits? On peut se poser la question. Et puis, on a quand même un bilan carbone qui n'est pas logique, parce que le bénéfice de la culture bio sur les terres d'un autre pays, eh bien, il est décompensé par l'enrichissement en CO2 de notre atmosphère. Voilà. Alors, pour ce qui est des produits cosmétiques, eh bien, donc Maëlie, si tu veux venir nous exposer 2 secondes. Voilà. L'idée, c'est aussi hors jardin, puisque tout le monde n'a pas nécessairement de jardin et que c'est pas forcément sur toutes les saisons. On a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire chez soi au niveau environnement pour préserver l'environnement, et notamment au niveau de la fabrication des produits. Donc il y a tout un tas de produits qu'on peut fabriquer dans une optique de minimalisme, dans une optique aussi de réduction des déchets, de réduction des emballages, et de voir aussi à la composition de ce qu'on fait. Donc à ce titre-là, on va pouvoir fabriquer le savon, on va pouvoir fabriquer le shampoing, que ce soit liquide ou solide. On va pouvoir fabriquer le déodorant, le produit vaisselle, le nettoyant WC, les sprays
quelconques, les lessives, les adoucissants. Et tous ces éléments, c'est des choses en fait qu'on va pouvoir réaliser avec finalement peu d'ingrédients. Tout va dépendre des effets qu'on va vouloir, tout va dépendre si on va vouloir un déodorant saveur tarte au citron meringuée. Mais pour autant, voilà, on a vraiment la possibilité de pouvoir faire énormément de choses avec peu d'ingrédients, avec de l'argile, du bicarbonate, du vinaigre, vraiment sur des recettes de grand-mère, avec du savon de Marseille, du savon noir, des cristaux de soude, de l'acide citrique, de la cire, quelques huiles végétales, des huiles essentielles. Tout ça, c'est accessible déjà via des tutoriels internet, via des livres qui sont entre autres en vente ici. On a beaucoup de vulgarisation qui a été faite par la famille Zéro Déchet de manière très accessible. On va avoir des ateliers aussi qui se font. L'idée, c'est aussi, ça a été plutôt bien dit, c'est que notre consommation, c'est aussi un bulletin de vote. Encore une fois, plus on va consommer d'une manière et plus il va y avoir d'ouverture. On voit que les casinos, on voit que Auchan, Carrefour commencent à ouvrir des rayons vrac, et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande pour ça. À Saint-Genis-Laval, maintenant, on a un magasin vrac. On a La Vie Claire et Croque Nature qui arrivent à vivre juste en face, ensemble, à Craponne. C'est bien qu'il y a des choses à faire, c'est bien qu'il y a moyen et qu'on peut faire des choses chez nous. On en a les moyens. Ça ne nécessite pas forcément de faire, d'y passer des heures. Par exemple, la lessive, pour le coup, ça prend 10 minutes. Les toilettes, ça prend pas plus de temps qu'avec des capsules pas écologiques ou pas faites maison. Alors, on a vraiment la possibilité, sans perdre de temps, sans dépenser spécialement plus d'argent, et sans faire des kilomètres, d'autant plus en étant un Messini, de faire les choses. Et de faire les choses bien, et de faire les choses mieux, et en plus en en tirant une forme de bien-être aussi. Donc voilà. Alors, donc la famille Zéro Déchet est en vente ici grâce à notre librairie. J'ai fait venir une librairie locale, pourquoi ? Pour éviter d'acheter sur Amazon, qui est la World Company. Donc on a des agriculteurs chez qui on peut aller. Eh bien, on a aussi des petits libraires, et si elle n'a pas les livres, on peut lui commander. Aucune difficulté, j'ai déjà fait. Et en plus, elles sont super sympas. Et qui plus est, c'est important de préciser, j'en profite sur les livres, que des livres en librairie ne seront pas, c'est un gros mythe, ne seront pas plus chers que sur Amazon, puisque le pourcentage de réduction, de toute manière, est réglementé en France. Donc vous aurez le même pourcentage de réduction sur Amazon et en librairie. Je ne me trompe pas ? Voilà. Il y a aussi la possibilité de faire des achats anti-gaspillage. On va voir, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à essayer sur portable l'application Too Good To Go qui permet de récupérer en fin de journée les invendus dans les magasins. Alors dans le coin, on en a à Craponne, on en a à Saint-Genis, on va avoir des boulangeries. Voilà. Et à la fin de la journée, en fait, pour beaucoup moins cher que le prix de base, on va retrouver les invendus de la journée qui sont parfaitement consommables. À Lyon, on va retrouver des produits, même des fois à Carrefour, qui sont proches de leur date limite de consommation, mais qui du coup seraient jetés en grande surface et qu'on peut récupérer. Donc ça, c'est tout des petits gestes qu'on peut faire et qui, encore une fois, ne nuisent pas au porte-monnaie, au contraire. Voilà. Donc on est vraiment sur l'idée d'un cercle économique vertueux avec à la fois une meilleure alimentation, des meilleures pratiques de vie et une qualité de vie qui forcément un impact positif sur la santé. On sait aussi comment sont composés nos produits quand on les fait. On va avoir moins de dépenses de santé aussi parce qu'on va travailler en préventif, forcément. Surtout quand on utilise entre autres des huiles essentielles, même si là aussi c'est important de savoir ce qu'on utilise, de ne pas faire du trop, de ne pas faire du pas assez. Voilà. C'est important de pouvoir réfléchir et travailler ensemble. Il y a plein d'ateliers. Entre autres, dans le coin, il y a Zéro Déchet Lyon Sud-Ouest, qui est un groupe qui existe sur Facebook, qui existe sur Internet, qui fait beaucoup de petites interventions, de petits ateliers, qui fait des promenades, donc c'est-à-dire des promenades pour ramasser les déchets dans la nature. On a tout ça qui est possible et qui sont des lieux d'échange et qui sont énormes. N'hésitez pas et qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, et puis du coup forcément avec tout ça, on va avoir moins de dépenses au niveau de la sécurité sociale, puisque quand on prend plus soin de soi, quand on consomme mieux, on va moins tomber malade, on le voit. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la digestion, on va le voir assez simplement. Voilà. Je te laisse te dire. Oui, voilà, maintenant on arrive on comprend en fait que si on veut dépenser moins d'impôts, il faut manger mieux. C'est quand même un paradoxe, mais finalement on se rend compte que la boucle est bouclée.
Voilà, c'était une petite boutade sur l'avant de Montpellier. Voilà. Et le village d'Astérix existe. Hein, on avait vu que la potion magique existait. Je crois qu'il est situé par là. Et en fait, on a Trémargat et Langouette qui sont voilà, au-dessus de Rennes. Vous regarderez sur Internet ces villages, ce qui est écrit dessus. Globalement, ce sont des villages où tout est passé en bio au niveau des cantines scolaires, au niveau des agriculteurs, mais aussi, par exemple, il y en a, ils vont être producteurs de leur propre énergie. Les autres sont sur Enercop, qui est une coopérative qui produit et vend de l'électricité verte. Donc là aussi, on est dans le domaine de la santé, puisque il faudra sortir un jour du nucléaire. Aussi pareil, moins de gaspillage d'électricité, ça nous concerne nous, avec les lumières, il y en a beaucoup là. Mais voilà, regardez ces deux villages et on pourrait se dire, pourquoi pas à Messigny, pourquoi on ne ferait pas pareil? On a des bonnes idées à prendre chez les Bretons. Voilà. Vous avez été très courageux, je vous remercie de votre attention et la Terre aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nos agriculteurs? On peut faire passer un micro et puis... Voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait se fournir avec de la viande bio, justement, peut-être. Il est parti, mais c'est pas grave. D'accord. Parce que j'ai vu qu'il y avait des points de vente. Il est sur... Il est sur Saint-Henri-sur-Darboire. Alors, du coup, pour aller dans votre question, ce que je ferai, je le mettrai sur le site. Hein. On mettra le raccourci pour aller sur son site à lui. Ah bah, où est-ce qu'on peut acheter ta viande là? Parce que tu nous donnes faim, alors maintenant il faut qu'on... Hein, bon. Mon grand désespoir, je ne propose toujours pas la viande en circuit court, mais en circuit demi-court. Donc en fait, historiquement, dans l'élevage, mon père en est à la coopérative. Et puis j'ai trouvé un paysan bio qui fait de la viande en circuit court à Chaponneau. Vous connaissez peut-être la ferme du Milon. Et donc en fait, depuis 6 mois, là, je lui vends toutes mes bêtes. Voilà, mais par contre, j'aimerais bien, j'ai embauché récemment la ferme, et j'aimerais bien lancer une vente directe progressivement. Peut-être qu'on fera une bête cet été, on verra. Mais je le ferai savoir. Une autre question? Ah, monsieur. Moi, je me demandais en quoi ça consistait les contrôles bio, là, la fréquence déjà, est-ce qu'il y en avait 1, 2 par an, et qu'est-ce qui était contrôlé en fait? Est-ce que ça se passe toujours de la même façon? Est-ce qu'ils font des prélèvements systématiques? Marc, un petit mot sur les contrôles bio. Hein. Comment ils sont faits, leur rythme, etc. Les contrôles bio, c'est 2 contrôles par an, un inopiné, et puis un autre qui nous contrôle. Souvent, ils nous appellent en novembre, décembre, on est un peu plus au calme, et là, ils viennent toute la journée, enfin non, la demi-journée, et ils nous épluchent la comptabilité. Ils font le tour de la ferme, ils regardent le local phyto, on propose tous nos produits, les engrais, voilà, les plantes qu'on achète, s'ils sont bio, s'ils ne sont pas bio, si on n'a pas pu les avoir bio, si on a des certificats, des dérogations en fait, pour pouvoir porter ces arbres-là ou ces plantes. Voilà. Après, moi ça nous coûte 500 € par an de contrôle. Voilà. On est obligé de payer pour faire bien. Voilà. Alors les 5 premières années, il y a de l'aide à la conversion.
Bonsoir, moi j'avais une question pour Alexandre. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez un parcours d'ingénieur à la base. Et j'aimerais savoir quelles ont été vos motivations pour devenir paysan brasseur par rapport à votre départ professionnel initial. En fait, assez curieusement, je me suis retrouvé avec un diplôme d'ingénieur mécanicien généraliste parce que j'ai cru que ce qui me plaisait dans l'agriculture, c'était les tracteurs. Et c'est marrant parce que je pense que c'est le cas de pas mal de fils de paysans. Et puis, je me suis laissé un petit peu emporter par les flots, entre guillemets. J'ai fait une dizaine d'années de carrière. Mais en fait, dès mon premier job, je me suis dit, eh ben, c'est pas bien ma place ici. Et j'ai commencé à réfléchir à l'installation. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, s'installer sur les fermes, c'est pas comme il y a 20, 30 ans et plus vieux. En fait, c'est une démarche de création d'entreprise, de gestion d'entreprise. Et ça suppose quand même, malgré tout, d'avoir un petit peu d'expérience, d'avoir du vécu, mais comme pour se lancer dans n'importe quelle entreprise indépendante, c'est bien d'avoir un peu de bouteille. Mais donc la passion m'a jamais quitté. De toute façon, à 4 ans, j'étais dans la ferme en permanence. Enfin, dès que j'ai marché et puis en avant. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la ferme, à chaque fois que je suivais partout mon père. Et les seuls endroits où j'allais pas, c'est quand il allait se mettre d'engrais dans les terres et quand il allait traiter. Et ces moments-là, j'y allais pas, mais je pense, bon, ça m'attirait pas, c'est sûr, mais je pense aussi, je remercie quand même mon père d'avoir été un petit peu précautionneux par rapport à ça. Bon, et encore, bon, c'était une culture tout à fait raisonnée, parce qu'on n'est pas dans des plaines intensives dans les côtes du Lyonnais, mais je suis quand même assez reconnaissant de sa part de ne pas m'avoir trop embarqué là-dedans non plus. Mais oui, donc après, c'est la passion pour beaucoup, c'est sûr. Bonsoir, du coup ce serait à propos de l'arboriculture. Vous qui avez réalisé le passage au bio vraiment de A à Z en fait, et vous avez connu du coup l'agriculture conventionnelle ou chimique avant, et est-ce que vous avez observé du coup une baisse dans la production? Il y a une petite baisse, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a passé pas mal d'années avant d'être en bio. Donc on a commencé, la première chose c'est qu'on a arrêté les engrais de synthèse, on est passé avec l'organique. Après on a arrêté les désherbants. Donc en fait ça s'est fait tellement progressivement qu'on a quasiment pas perdu de récolte. D'accord, oui. Du coup toutes ces expérimentations ont permis de compenser Et techniquement on a réussi à ne pas faire d'alternance. Et du coup on a une régularité de production qui est tous les ans on est bien un peu de vue rendement. D'accord, merci. Alors les arbres que je plante, tout ce qui est fraises, enfin petits fruits, c'est tout certifié bio. Les autres arbres, non. De toute façon, il faut 3 ans de conversion pour passer en bio. Les arbres, tout à l'heure on vous a dit que le pommier c'est 3-4 ans. Donc, déjà on a les 3 ans qui sont passés comme ça en conversion. Et on a un pépiniériste qui est juste là derrière, il fait des super arbres. Donc quand il a les variétés, on prend chez lui. S'il n'a pas la variété, on va prendre ailleurs, mais en priorité on prend sur Messine. On essaye de faire quand même le plus local possible. J'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez des coccinelles d'Asie ou peu importe. Quels sont les types de traitements que vous faites dans le milieu bio? Par rapport aux maladies, par rapport aux insectes, par rapport... Alors vous, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très compliqué. Il y a des maladies de partout. Il y a que ce soit des champignons, que ce soit des insectes. Et bon, les produits de base, c'est le cuivre, le soufre, des pyrètres, le nimazal, des produits comme ça. Et en fait, on essaye, avec la phytothérapie, de réduire tous ces produits, surtout cuivre et soufre, qui sont quand même dangereux pour le sol. Donc, avec l'aide des plantes,
avec les purins d'ortie ou de consoude, de fougère, on arrive à réduire les doses de cuivre. Tout à l'heure on parlait de 2 doses, donc de 6 kg hectare, nous on n'est pas à 2, mais on est à 3 kg par hectare par an. Et revenir à des variétés plus anciennes, plus résistantes, c'est une vision, c'est possible? Variétés résistantes, il y a des nouvelles variétés maintenant qui sont résistantes, résistantes de tablure, des choses comme ça. Avant c'était plutôt des variétés tolérantes, mais pas résistantes. Après il y a l'évolution des consommateurs, des goûts. On passe plus maintenant sur des pommes qui sont un peu plus fermes, qui deviennent pas farineuses. Là, vraiment les consommateurs, les pommes farineuses, vous ne la vendez plus maintenant. C'est même plus la peine de l'avoir. Donc ces pommes-là, on les vend tout de suite parce qu'on sait qu'elles ne vont pas être farineuses et puis passé décembre, il ne faut plus qu'on en ait parce qu'on les vendra très peu. J'ai très peu de clients qui viennent qui me disent je veux une pomme farineuse. Non, voilà. On a quand même quelques variétés qui sont anciennes, qu'on garde, mais dans ces variétés anciennes, on garde celles qui sont en farineuses. Je voulais faire un grand merci à Olivier, il a fait un super... Merci à vous d'être venus, hein, la fête de la vie, c'est vous qui la faites. Hein. Et bon, nous,